Bonjour à tous, bienvenue du coup à notre présentation Mais où qu'il est React. On va commencer par les présentations. Donc nos noms vous les avez déjà entendus. Je suis Marion Deveau. Je vais en départ. Sinon ça va être compliqué à l'inverse. Mais nous sommes tous les deux développeurs React. Donc notre quotidien c'est React et Style Component. Nous sommes tous les deux ingénieurs d'études et développement. Entreprise Atineos, basée sur Rouen. Et du coup nous travaillons pour un client qui est basé sur Paris et aussi maintenant à l'étranger. C'est marqué Medjet. Donc on va enchaîner et on va vous montrer pourquoi vous êtes là. Le but, on a développé une application, donc on va vous montrer ce que c'est, vous allez reconnaître très vite je pense. Voilà. Ça va niveau, enfin vous voyez bien au fond, c'est bon? Tout le monde voit bien? Bon. Alors, hop. Donc ça c'est notre page d'accueil. Petite page d'accueil. On rentre juste un username, donc pour pouvoir se connecter ensuite. tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc nous avons décidé de développer avec React et les hooks un des mineurs. Donc là vous pouvez voir la page du jeu. Donc on a différents items. Donc on a ici le board qui nous permet de jouer. On va avoir ici un timer qui va se déclencher au moment d'un premier clic. On va pouvoir recommencer une partie. On va pouvoir changer la difficulté, retourner à l'accueil. Et il manquait en dernier le nombre de mines qu'on peut placer sur le plateau. Ouais. On a aussi une autre page de settings qui va nous permettre de changer la langue, de changer le thème de l'application. Ça fait mal aux yeux. Voilà. Et ensuite, on vous montrera dans un dernier temps la page de classement qui pour l'instant n'est pas accessible si on retourne sur l'accueil parce qu'il faut forcément avoir entré un username pour pouvoir voilà. accéder à la page. Et donc voilà, c'est basique, voilà. C'est un tableau pour définir les différents scores. On entrera plus en détail après là-dessus. Donc avant de vous montrer tout le, enfin pas tout le code parce qu'il y en a énormément, mais avant de vous parler de l'application, on va faire une présentation un peu théorique de l'application en général. Donc on va commencer par les bibliothèques qui sont utilisées. La première pour l'internationalisation, j'ai réussi à le dire, c'est magnifique, c'est dur à dire ce mot. Nous utilisons React i18n qui nous permet en fait de changer facilement la langue de notre application. Donc en utilisant directement un simple select et la librairie, on peut changer en presque instantané l'ensemble de la langue, l'ensemble de l'application. La solution est complète. On peut faire énormément de choses avec ce framework, puisqu'il embarque énormément de plugins, comme par exemple la détection automatique des langues. Il est flexible, car on peut utiliser de nombreux autres plugins, par exemple pour changer aussi le format des dates. On peut customiser nos traductions avec des variables qu'on injecterait directement depuis l'application. Et elle est scalable, car on ne va pas embarquer l'ensemble de nos traductions dans un seul fichier où ce serait le bazar. On peut utiliser des namespaces qui nous permettent du coup de segmenter notre application, les traductions de notre application, et charger à la volée seulement les traductions qu'on aurait besoin pour une page. La configuration est assez simple. Vous allez voir, avec quelques lignes de configuration, on arrive à changer directement l'ensemble de l'application. On a écrit ici que ça fonctionne aussi en server-side. On n'a pas testé, on a juste vu ça dans la doc, donc on trouvait que c'était important pour ceux qui souhaiteraient le faire de côté serveur. Donc on l'a juste inscrit ici. Au niveau du thème, donc le second select que vous avez ici, dont Valentin vous a fait mal aux yeux avec tout à l'heure, ouais. On a utilisé Style Component. On avait déjà fait une présentation l'année dernière, donc si vous voulez, il y a le quickie qui est disponible sur YouTube. On a utilisé différents fichiers de configuration pour définir des variables que nous on a décidé globales, la taille des éléments, les espaces entre les éléments, etc. Et des fichiers un peu plus complexes où on intègre en fait les couleurs par composants. On utilise un theme provider, donc on reviendra un peu plus tard sur ce qu'est un theme provider, mais en fait derrière c'est un hook qui se cache. Et on met, comme je vous ai dit, on met à jour le thème grâce à un select. Maintenant on va faire un petit point sur React pour pouvoir vous présenter les différents hooks qu'on va utiliser durant la réalisation de cette application. Et avant toute chose, c'est les functional components. Alors, il faut savoir que les hooks ne sont utilisables que dans des composants fonctionnels et pas dans les classes React que vous pouviez faire avant. Ce qui est plus facile à utiliser, comme vous le voyez, c'est juste une simple fonction JavaScript qui prend en argument les props que vous allez passer à votre application. Enfin,
à votre composant. Quand on prend ici par exemple le composant welcome qui prend props name, que vous pouvez après réutiliser dans l'élément HTML. Comme vous le constatez, c'est assez simple à lire et à tester, comme il s'agit d'une simple fonction JavaScript. Il y a moins de code par rapport aux class components que vous deviez embarquer toute la classe, extend, faire les renders, etc. Même après au niveau du lifecycle que vous pouviez avoir dans les class components, vous en aurez plus simplement, vous allez pouvoir gérer ça plus simplement avec les functional components et les hooks. Et c'est vers ce genre de composants que React se dirige dans le futur. Du coup, on s'attend à de meilleures performances et de... Voilà. Maintenant, on va passer au vif du sujet. On va commencer avec les hooks qui sont fournis de base par React. Donc on va commencer par le useState. Le useState s'utilise avec une valeur initiale, donc ici initial count, et il nous retourne un tableau avec deux valeurs. La première, c'est la valeur, et la seconde, c'est ce qui nous permet de setter la valeur. Vous pouvez noter qu'on écrit count et setCount. On aurait pu écrire TT et setTT, c'est des conventions de nommage. Comme on nous retourne un tableau, c'est de la déstructuration. Le premier élément correspond à la valeur, le second au setter. C'est des conventions de nommage. Généralement, on aime bien commencer le setter par set. Mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est juste que ça rend l'application plus lisible. Lorsqu'on va rentrer pour la première fois dans le functional component, count, du coup, aura la valeur initial count. À chaque fois que le functional component se rendra, il aura la valeur du coup qui lui aura été setée grâce au setter. Si la valeur précédente est égale à la valeur qu'on lui set, il n'y a pas de nouveau rendu puisqu'il n'y a aucun changement. Ici, on vous a noté un exemple pour utiliser la valeur précédente et effectuer une action avec la valeur précédente. Donc ici, prev40, on fait -1. On peut noter du coup qu'on a maintenant l'utilisation de state ou de variables directement dans les functional components. Avant, on disait que les functional components étaient stateless. Maintenant, grâce au hook, ils deviennent stateful, puisqu'on peut setter des valeurs et les réutiliser au fur et à mesure. Maintenant, on va parler du useReducer. Il est assez similaire en concept au useState, mais dans son exécution, il va y avoir quelques différences. Comme le useState, il retourne l'état que vous avez stocké et une fonction pour le modifier. Seulement comparé au useState, vous ne modifiez pas directement l'état avec la fonction qui vous est retournée. Vous allez modifier l'état par une fonction, un réduceur, qui va passer le state courant que vous avez stocké dans le traducteur et une action que vous allez effectuer dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez appeler par exemple dispatch, comme on a sur l'exemple ici, avec une action qui va être de type increment. Ça, c'est comme pour le useState des conventions de nommage, vous n'êtes pas obligé d'appeler vos actions.type ou quoi que ce soit. Mais vous allez passer au dispatch un objet qui va contenir type.increment, et là, à ce moment-là, votre state va s'incrémenter. Vous avez deux façons d'initialiser. Si vous passez seulement l'initial argument ici, le state aura cette valeur-là. Par contre, si vous passez une fonction init à côté, ça va appeler cette fonction avec l'initial argument pour pouvoir générer votre state. C'est ce qu'on appelle une lazy initialisation, une initialisation fainéante, pour pouvoir générer votre état. Ça peut être utile si jamais vous voulez une fonction qui puisse être réutilisée dans votre réducteur après. Et comme le useState, il n'y a pas de re-render si jamais le state précédent est égal au state actuel que vous avez retourné. Maintenant, le useEffect. Ça permet l'exécution d'effets de bord après chaque rendu. On a accès à l'ensemble de nos variables. Ici, vous voyez qu'on n'a pas de paramètres en entrée, mais pourtant, je peux utiliser count. Donc, on peut imaginer que c'est notre state d'avant. Et on peut utiliser plusieurs useEffects dans notre functional component. Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité. Il faut juste savoir que tous les useStates doivent être indépendants, car la stack d'exécution est des piles. Si jamais on est en train de setter une valeur qui a précédemment été changée, ça va foutre le bordel. Vous pouvez aussi voir ici qu'on a deux types de useEffects. C'est l'effet avec effet sans nettoyage et avec nettoyage. Donc ici, on a sans nettoyage, car on fait simplement un appel et on change une valeur. Typiquement ici, on change en fait la valeur de l'onglet, donc le titre de l'onglet. Ici,
on peut imaginer que lorsqu'on détruit notre application, on veut se désinscrire de ce dont on a souscrit. Donc, dans l'effet normal, quand on va rentrer et qu'on va exécuter useEffect, on va vouloir s'inscrire. Donc c'est ce qui se passe ici. Et ensuite, là, on a une valeur de return. En fait, à l'onMount du composant, ce return-là va s'exécuter. Et donc, du coup, on se désinscrira. C'est la différence entre les deux useEffects que vous avez ici. Vous pouvez noter ensuite le deuxième argument, qui est entre crochets, qui sert en fait à spécifier des dépendances. De base, le useEffect va s'effectuer à chaque fois que le functional component se rend. Donc, ça va entraîner tout le temps des modifications. Mais si jamais on a besoin que le useEffect s'effectue seulement quand notre variable change, parce que là, dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Si le count change, on va vouloir exécuter celui-là. Par contre, on n'a peut-être pas besoin d'exécuter celui-là si le count change. Donc, on peut spécifier un ensemble de valeurs ici qui va permettre l'exécution du useState à chaque fois que la valeur change. Si jamais le tableau est vide, il va s'exécuter seulement à l'initialisation du composant, donc au premier load. Et comme je l'ai dit, si vous spécifiez rien, ça va s'exécuter à chaque fois. Vous pouvez noter que c'était l'une des grosses différences, par exemple, que vous pouviez avoir avec les classes composants, où vous auriez tout mis dans un component didUpdate ou component didMount. Et à ce moment-là, votre didMount didUpdate aurait été de plus en plus gros, vous aurez des effets de bord pour chaque fonction qui aurait été props qui aurait été modifiée. Ici, vous avez tout dans un useEffect qui aurait été juste pour générer les effets de bord. Pour useCallback, c'est plutôt une fonction qui va pour optimiser votre code. Ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez passer au useCallback une fonction et des paramètres comme vous aviez, des dépendances comme vous aviez juste avant dans le useEffect. Cette fonction va être mise en cache par React et quand vous allez appeler ici la fonction memoryIsCallback, c'est la fonction en cache que vous allez rappeler. Cette fonction ne sera rechangée que lorsque A et B, ces dépendances auront été modifiées. Et voilà. Ça permet surtout d'éviter si vous avez des fonctions qui vont être rappelées au fur et à mesure, d'éviter de les redéfinir à chaque fois. Ici, elles sont définies, mises en cache, et vous n'aurez moins de problèmes de re-render. Comme je l'ai mis tout en bas, le moyen d'optimiser les performances n'est pas une garantie sémantique. Ce qui peut se passer, c'est que pour des soucis mémoire, React décide de vider le cache, son cache mémoire, et par conséquent, il va devoir recalculer cette fonction-là. Le useContext. Ce hook utilise le pattern provider-consumer, donc un élément provide fournit les données à ses enfants, et ces enfants peuvent les utiliser, du coup les consument. On va pouvoir définir un contexte grâce à React Create Context, je vais y arriver. On peut le setter avec une valeur initiale ou non. Et ensuite, on va pouvoir englober nos enfants par le context.provider qui va nous permettre de setter les valeurs avec l'ensemble des valeurs que vous voulez. Donc ça pourrait être simplement une valeur, on peut renvoyer un objet, une fonction, c'est comme bon vous semble. Et ensuite, l'ensemble des enfants pourront l'utiliser en utilisant useContext avec le contexte qu'on a défini. Et là, comme vous pouvez le voir, grâce à useContext, on va récupérer l'ensemble des valeurs qui sont contenues dans notre thème. Et le bouton va pouvoir directement setter le thème, par exemple, avec le background. Il faut noter qu'il y a une mise à jour seulement lorsque value va changer, ici, dans le provider. Et que si jamais elle ne change pas, forcément, les enfants ne seront pas re-render. Je pense que j'en ai fini. Oui, c'est bon, j'ai tout dit. Ok. Avant de commencer à voir le programme, on finit sur les custom hooks. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir définir des fonctions JavaScript pour pouvoir utiliser directement vos hooks. Ces fonctions, elles n'ont rien de très particulier. Au final, c'est juste des fonctions JavaScript qui commencent par use. C'est pas obligatoire de commencer votre fonction par use. C'est plus une convention de nommage. Ça vous permet de vous y retrouver avec vos collègues. Et donc, de pouvoir utiliser simplement ces fonctions-là. En soi, ça va être d'extraire toute la partie logique que vous pourriez avoir dans vos composants vers un hook custom qui, lui, va se contenter de faire toute la partie logique que vous voudriez et vos composants de s'occuper simplement du render, de s'occuper du rendu du composant, comment il devrait se rendre, etc. Voilà.
Ça permet de réutiliser un peu partout dans l'application et comme on vous disait au tout départ, du coup ça reste plus facile à tester puisque maintenant on a extrait la logique, donc du coup on peut tester seulement la logique et ça permet un partage qui est aussi plus facile. Et bien voilà, la partie théorique est finie. Maintenant on va passer à l'application en tant que telle. Donc on va repartir de tout ce qu'on a vu depuis le départ, l'internationalisation, le theming, pour finir par les hooks et vous montrer comment on a réussi à développer cette application-là from scratch, grâce à tout ce qu'on vous a présenté. Alors, d'abord, on va parler de ce username-là. Vous voyez que le bouton, tant qu'il n'y a rien de rentré dans l'input, on ne peut pas l'utiliser. Jusque-là, rien de fantastique, tout le monde connaît Disable. Vous pouvez voir ici que sur la même page, on a réussi à réafficher notre username, donc coucou. Mais par contre, que se passe-t-il si jamais je vais sur Settings? Comme vous pouvez le voir ici, bon, c'est un petit peu petit, mais du coup, il y a la virgule avec Undefined. Notre username n'a pas été récupéré dans notre page Settings. On avait la page Home, on a réussi à faire tous nos calculs de username. Par contre, dans Settings, on ne peut pas le retrouver. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé un useState ici, qu'on a seté avec une valeur chaîne de caractères vide. On récupère le username et le setter, le set username, qu'on va mettre dans notre input ici. On va setter la valeur et à chaque changement, on va appeler le setter. Sauf que le useState est propre au functional component, ce qui fait que je ne peux pas le récupérer dans ma page settings, qui est un autre functional component. On a triché un petit peu. Si vous... Non, c'est pas le bon fichier. Si. Je suis où là? Ah oui, pardon. C'est le user provider. Si je veux utiliser le username dans d'autres pages, il va falloir que je passe par du coup un custom hook et du coup par un provider pour fournir le username et le set username. On retrouve exactement la même ligne qu'on avait dans Home avec notre setter. La seule différence, c'est qu'on va utiliser le provider pour passer à l'ensemble des enfants le username et le set username. Et ensuite, on appelle notre custom hook, qui est ici, qui nous permet de spécifier que si on ne se trouve pas à l'intérieur du contexte, forcément, on ne peut pas utiliser le username, et de renvoyer le contexte. Vous pouvez voir ici que vous pouvez vous demander, ça n'a pas trop grand intérêt de renvoyer le contexte, puisque on utilise directement useContext, on pourrait le renvoyer tel quel, et pas faire de contrôle, puisque forcément on l'a seté, etc. Vous verrez qu'on a, on a un deuxième provider où on a segmenté les données qu'on a voulu renvoyer. Donc retenez bien que pour l'instant on renvoie le contexte tel quel, mais que plus tard vous allez voir la différence de pourquoi on utilise ce contexte-là et ce custom hook. Donc du coup, comme c'est déjà développé, on a triché un peu, on l'utilise directement dans notre page Home, mais également dans notre page Settings, où on va pouvoir appeler le même hook. Ici, j'avais juste défini Undefined, hop, et là je peux le récupérer. Et du coup, voilà, il est récupéré dans l'application, et si on repart dès le départ, coucou, est toujours affiché dans notre page Home, et voilà, maintenant il est affiché aussi dans notre page Settings. On est content, c'est pas mal. Donc ça, c'est ce qu'il y a de facile avec les hooks. On va parler, pendant qu'on est sur la page Settings, de la génération des langues en utilisant React i18n. Donc là, comme vous pouvez le voir, si on passe en français, ça passe en français directement. Comment on a réalisé ça côté application? Hop. On a défini deux langues, du coup, français et anglais, qui sont définies ici, qu'on injecte dans notre select. Et si tu peux... Ouais. Voilà. On utilise ce hook-là. On utilise un hook qui est fourni par React i18n, qui s'appelle useTranslation, qui nous renvoie l'ensemble des traductions qu'on a définies, donc on vous montrera comment on les a définies plus tard, ainsi que i18n, qui est l'ensemble de notre configuration. Ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on peut utiliser i18n pour changer la langue, donc quand on clique sur le select, on peut utiliser i18n.changeLanguage. Ah. Voilà, ici, et spécifier la langue adéquate. Côté configuration, donc voilà, comme je vous disais, la configuration a fait très peu de lignes. On a utilisé je vais y arriver,
le plugin XHR Backend, qui nous permet en fait de récupérer les traductions, soit grâce à un call XHR, soit comme c'est défini de base, dans public, local, FR ou EN dans ce qui nous concerne, et ensuite les fichiers de traduction que vous souhaitez. Ensuite, on a l'initialisation, ici. Le premier argument, LNG, permet de spécifier la langue au démarrage de l'application, donc ici, anglais. Le fallback LNG nous permet de dire, si je ne connais pas la langue, quelle langue je vais devoir utiliser. Donc là, on a mis anglais également. Et le default NS permet de spécifier les namespaces par défaut. C'est-à-dire que, si tu peux me remettre le use translation, s'il te plaît. Yep, ici. Nickel. C'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin de respécifier comme valeur initiale à chaque fois translation et global, qui sont deux de mes fichiers de traduction. Automatiquement, il prendra ces deux namespaces-là par défaut et j'aurai accès dans mon application. Au niveau des fichiers de traduction, donc comme je vous ai dit, on a défini translation et global, qui sont deux fichiers en JSON. Il faut savoir que React 18n vous permet d'utiliser du JSON, mais aussi du CSV, du TXT. Il y a beaucoup de formats qui sont pris en charge. Donc nous, on a choisi JSON parce que c'est plutôt cool et plutôt facile de s'y retrouver. On a fait un objet par page, et derrière, on a défini l'ensemble de nos variables qu'on souhaite. Vous pouvez noter ici qu'on a défini une variable entre double accolade qui nous permet de récupérer le nom de l'utilisateur et de l'injecter directement dans notre traduction. Donc comment ça va se passer côté code? On va en fait appeler la traduction, voilà, qui est ici, qui s'appelle settings. Non, c'est pas paragraphe, c'est pas celle-là, c'est pareil. Donc ça c'est dans home, normalement. Bon, c'est pas très grave, c'est le même principe. On a une deuxième variable, voilà, qui correspond avec le username. Donc on appelle notre fonction T qui nous permet de récupérer la traduction adéquate et ensuite on va lui spécifier la variable que l'on veut utiliser. Donc là forcément username s'appelle comme ça, comme variable et dans notre définition, mais si jamais le username s'appelait Toto, on aurait mis username de .toto et puis ça nous aurait affiché la variable. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Je pense que c'est tout. Oui. Donc si on retourne sur l'application, on va vous faire l'exemple. Donc on vous a déjà montré qu'on pouvait changer de langue. Donc si on se remet à l'anglais et que dans la configuration on dit bah en fait je veux mettre mon application en français dès le départ, il suffit juste de changer EN en FR et directement avec le hot reload on va l'avoir en français. Et si jamais on utilise l'espagnol qui n'existe pas, on va retrouver l'application directement en anglais. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir qu'avec une toute petite configuration on peut déjà faire beaucoup de choses et qu'on peut segmenter les traductions et les charger à la volée sur les pages en fonction de ce qu'on a besoin. Oui, je sais ce que j'ai oublié. Tu peux retourner sur le code. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Vous voyez ici qu'on a spécifié des default namespace. Le deuxième, comment il peut savoir que cette traduction vient de global et non de translation? Par défaut, on n'aura pas besoin d'ajouter le namespace pour le premier élément spécifié. Par contre, pour le second, on sera obligé de lui dire cette traduction-là vient de global en l'occurrence. Vous avez l'exemple ici. Du coup, on sera obligé de spécifier le namespace et ensuite de donner le nom de la clé de traduction. Donc voilà, c'était juste pour information. Et si jamais on veut utiliser un namespace qui n'est pas spécifié dans les défauts, on l'ajoute dans le use translation. C'en est tout pour cette partie-là. Yes. Maintenant, si nous parlons du thème, donc si on revient ici, on a défini 3 thèmes. Donc celui qui fait le dark, qui est en noir et vert, le dark medium que vous avez depuis tout à l'heure, et le light, vous pouvez fermer les yeux, qui est blanc et bleu. On a utilisé Style Component pour réaliser les thèmes, et sur le même principe, on a spécifié des thèmes, et on va utiliser le provider qui est fourni par Style Component pour setter le thème voulu. Automatiquement, il va du coup, oui, vous avez l'exemple ici, donc nous on a triché un petit peu, on utilise le thème de Style Component et on en a aussi un autre par-dessus qui nous permet de setter notre valeur sans avoir à redéfinir, sans avoir à recharger l'ensemble de l'application. Du coup, si on repart sur le settings, voilà, c'est le même principe. On va setter directement la valeur du thème, donc en utilisant cette thème, et on va retrouver l'ensemble de nos configurations dans les fichiers qu'on a spécifiés. C'est comme bon vous semble. Nous, comme je vous ai dit, on a décidé de faire les couleurs
plus spécifiques et de tout ce qui va correspondre, les tailles, les paddings, les margins, etc., de les faire en global. Donc ici, vous pouvez avoir l'exemple d'une cellule de mon tableau, de mon board, avec l'ensemble des couleurs qui correspondent à l'état de ma cellule. Donc quand on clique et qu'il est vide, elle s'affiche de telle couleur. Quand c'est 3, 4, etc., on a défini l'ensemble des couleurs. Avec Style Component, et grâce au provider, on peut récupérer directement toutes nos valeurs de thème et les utiliser directement. Vous pouvez noter ici, pour rappel, qu'on a déstructuré les props, que plutôt que d'ajouter thème, on aurait très bien pu écrire simplement props entre parenthèses et après utiliser props.thème. Mais on a déstructuré pour récupérer directement les éléments dont on a besoin. On aurait pu aller plus loin et prendre que space, que component, etc. Mais c'est plus lisible comme ça. Par exemple, si on prend cet exemple, cette ligne-là, la bordure, on va spécifier spaces.s1, donc la variable qu'on a définie, qui représente un px, et à côté, on utilise components avec border color. Donc si on va voir border color, que je ne vois plus, qui est là, voilà, on va récupérer le bleu. Donc je vous invite à regarder notre conférence de l'année dernière si vous voulez plus d'infos sur le theming. Ça va si on laisse l'application en noir, tout le monde voit correctement? On n'est pas obligé de passer au blanc? On laisse comme ça. Ok, parfait. Et maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Comment on a géré le démineur. Voilà. Donc on va se reconnecter. Le voilà. Sur le démineur, en fait, on a géré ça avec un réducteur et 4 actions que vous allez pouvoir faire sur ce plateau. Donc les actions, ça va être de pouvoir révéler la case, de pouvoir mettre un drapeau sur certaines cases, recharger le plateau et changer la difficulté. Pour gérer ça, alors je vais devoir fermer un petit peu. Ici. Et donc là, on va parler du use reducer. Ça reste, c'est pour ça d'ailleurs que je le sépare en deux, c'est le même fichier, mais on va utiliser dans différentes parties du fichier les différentes fonctions et tout. Donc, pour que vous puissiez un peu plus vous y retrouver. C'est ça. Parce qu'il est un peu long. Donc ici, vous voyez, j'ai défini un objet avec les quatre actions qui sont disponibles sur le plateau. Donc la difficulté, le drapeau, reset le plateau et révéler une case. Ce qui va se passer au niveau de ici. Donc comme je vous avais présenté plus tôt, c'est qu'on va utiliser la fonction dispatch qui va être retournée par le use reducer et envoyer ces différentes actions directement ici à mon réducteur. Donc du coup, la fonction dispatch qui va être appelée ici va faire un appel à la board reducer, remplacer le state par le state actuel de qui est contenu dans votre réducteur et l'objet action par ce que j'ai mis ici. Donc ça va être action.type reset qui ensuite va appeler cette fonction-là. Alors vous notez que vous n'êtes pas limité du tout pour ce que vous pouvez mettre dans le dispatch. Vous pouvez mettre un type, vous pouvez mettre n'importe quoi après derrière, même le type est optionnel, c'est juste pour pouvoir se repérer sur la façon dont vous voulez, enfin sur les différentes actions que vous voulez effectuer sur votre state. Donc par exemple pour le type reset, comme je n'ai pas besoin de plus de paramètres, je lui passe juste ça. Par contre pour le changement de difficulté qu'on voit juste en dessous, je lui passe la nouvelle difficulté, et pour le flag ou pour révéler une case, à ce moment-là je lui passe l'index de la case ou du flag de la case que je souhaite effectuer une action. Le réducteur ensuite il va retourner pour chacune de vos actions le nouvel objet qui va être stocké dedans, le nouvel état de votre objet. Donc là en l'occurrence l'état de notre board qui nous permet de gérer le démineur. C'est ça, qui va être utilisé derrière. Ici tu veux peut-être que je parle du use callback qui est juste en haut en attendant. Vous pouvez noter ici du coup qu'on utilise un contexte qui nous permet de récupérer les différentes fonctions qu'on va fournir à l'utilisateur. Le but, c'est de pouvoir contrôler ce que l'utilisateur fait. Donc là, il peut effectuer que les 4 actions qu'on vous a décrites précédemment, car ça nous permet d'avoir un contrôle. Et typiquement, si vous cherchez derrière, avec votre reducer, à faire une librairie, être capable de contrôler ce que l'utilisateur de votre librairie va pouvoir faire.
Donc nous, on lui a fourni 4 fonctions. Donc reset, reveal, flag, vous les avez toutes ici, voilà l'objet. Et on a mis des use callback autour, avec la dépendance du dispatch. Ce qui se passe en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur une des cellules, vu qu'on va relancer le custom hooks qui nous permet de générer ces fonctions-là, elles seraient redéfinies à chaque fois. Donc pour éviter de redéfinir à chaque fois ces 4 fonctions dès qu'on clique sur une cellule, on va utiliser un use callback avec la dépendance dispatch, et du coup il changera ces 4 fonctions qu'à partir du moment où le dispatch sera modifié. Donc là en l'occurrence le dispatch n'est pas censé changer, mais c'est plus ça nous permet d'être plus sécurisé vis-à-vis de ça. Tu peux continuer avec le provider. Voilà. Du coup, c'est comme Marion vous a précisé juste avant, c'est qu'on va définir les deux contextes provider ici. Donc le premier, ça va être pour accéder aux valeurs. Donc on lui passe les valeurs qu'on veut pouvoir accéder, après qu'on veut que notre children puisse accéder. Et le second pour le dispatch, pour pouvoir accéder à la fonction dispatch et envoyer les différentes actions qu'on a besoin à notre réduceur. Ce qui va se passer derrière, c'est que je définis un peu plus haut ici les deux fonctions, useBoard et useBoardDispatch, et que c'est ces deux fonctions-là que je vais retourner à mes children et non les contextes. Comme on l'a dit, pour pouvoir avoir plus de sécurité et plus de contrôle sur ce que l'utilisateur va pouvoir utiliser, plutôt que de lui retourner directement le contexte, ce qui fait qu'il pourra accéder directement à la fonction dispatch et donc envoyer n'importe quelle action qu'il voudrait à notre réduceur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui envoyer le useBoard et le useBoardDispatch pour pouvoir contrôler qu'est-ce qu'il peut effectivement envoyer, enfin, qu'est-ce qu'il peut exécuter sur notre réduceur. Donc là, vous avez ce que je vous avais parlé tout à l'heure, où je vous avais un peu teasé. Vous avez, on ne retourne pas directement le contexte, mais seulement les valeurs qu'on veut contrôler. Exactement. Ensuite, niveau utilisation, si on retourne sur le header par exemple, là vous pouvez le voir, c'est que pour récupérer une valeur que j'ai setée dans mon useBoard, mon board contexte, je vais juste utiliser le hook que j'ai défini plus tôt et récupérer la valeur qui m'intéresse dedans. Donc c'est assez simple et ça permet d'accéder directement aux valeurs. On a séparé le board, les contextes en deux pour avoir accès seulement soit aux valeurs, soit au dispatch. Parce que pour pouvoir séparation of concerns, ce qu'on disait, c'était plus que certains composants n'ont pas besoin d'accéder au dispatch, comme d'autres composants n'ont pas besoin d'accéder à l'état. Typiquement, c'était pour le bouton replay que vous avez ici. Il n'a pas besoin d'accéder à l'état de notre application, mais simplement à la fonction pour pouvoir reset le board. Du coup, on lui passe simplement le useBoardDispatch. Et ici, par exemple, comme on a besoin juste du statut, on va juste lui passer ce statut-là. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le useEffect que vous voyez en dessous. Ça nous permet de contrôler le timer. Ce qui se passe, comme il vient de le dire, c'est qu'on a besoin du statut qu'on va ajouter en dépendance. Notre statut, quand on arrive sur la page du démineur, il est à start. On est prêt à démarrer, tout est OK. À partir du moment où on va effectuer une action, on va le changer à in progress. Comme on va détecter un changement, ici, on va pouvoir exécuter le useEffect. C'est une fonction simple, elle set un intervalle et elle est avec nettoyage, car à la fin de vie du composant, on va clearer l'intervalle. Enfin, à la fin de l'unmount, pardon. C'est pas à la fin de vie. C'est voulu par React, le fait que le return s'exécute plusieurs fois. On n'est pas seulement à l'unmount, on est à chaque fois qu'on va réexécuter le useEffect. Donc typiquement, à chaque fois qu'on va rentrer dedans, il va d'abord regarder s'il a une valeur de retour, et s'il a une valeur de retour, il va l'exécuter. Et ensuite, il refera le useEffect. Donc là, on set l'intervalle, on le clear, on a une petite fonction qui nous permet d'avoir un format assez sympathique. Ouais. Mais du coup, rien d'extraordinaire, à part le fait qu'on utilise un useEffect qui va être à un seul endroit. On n'aura pas besoin de le faire dans didmount, dans willUpdate, dans ce que vous voulez. Là, il est seulement stocké dans useEffect et on va pouvoir le gérer directement de cet endroit-là. Si on continue pour vous montrer un autre exemple du useEffect, je vais aller dans Game. Ouais, mais d'abord, il va falloir que tu gagnes. C'est pas fou. On va vous montrer comment on gagne. Alors, j'ai les prototypes. Normalement. Parce qu'il est trop fort. Et voilà. Donc, vous avez vu que le timer s'est déclenché au moment du premier clic. Et
Voilà, on a triché un peu, il y a le méga easy, mais du coup ça nous permet de gagner et de vous montrer le deuxième aspect des use effects et aussi de vous parler de notre ranking, donc du classement qu'on a effectué. C'est ça. Du coup, j'ai remis un autre use effect dans le composant qui pour le coup regarde plusieurs choses qui se passent dans, dans le statut. Ici ce que je fais c'est quand je gagne, quand l'utilisateur va gagner, je veux envoyer une requête pour pouvoir poster mon score justement directement au ranking. Donc ici vous voyez quelque chose d'assez simple, un fetch vers mon API local, API ranking, qui va poster mon score et directement l'ajouter à la liste des autres scores. Donc là, à la différence de tout à l'heure, on n'a pas de valeur de retour. Donc là, on a sans nettoyage. Donc vous avez le deuxième aspect du use effect. C'est ça. Ensuite, c'est parfait. On peut noter que Fetch, c'est l'API du navigateur qu'on a utilisé par défaut, mais on pourrait utiliser de nombreuses API. Celle que vous souhaitez, ça posera aucun souci. Vous n'êtes pas limité là-dessus, pas du tout. Et ici, vous avez l'autre use effect. Donc c'est quand on arrive sur la page du classement. Ici, ce que vous voyez, c'est que je veux utiliser un use effect pour, quand j'arrive sur la page du classement, directement récupérer le classement qu'on a eu. Donc ici, je mets un use effect avec un tableau vide, car je ne veux pas le réexécuter, je veux simplement qu'il soit exécuté quand j'arrive sur la page, et c'est tout. Du coup, il n'y a pas de dépendance particulière, et c'est simplement un tableau vide. Et voilà. Vous pouvez voir que c'est même pas le meilleur en plus. Ouais. Pas terrible. Donc voilà, il y a bien le coucou qui est apparu, donc ça veut dire que les calls se sont bien effectués. Tu peux switcher sur la présentation. On va pouvoir retourner ici. On a fini pour notre petite démo sur l'ensemble des hooks qu'on souhaitait vous présenter. Si vous souhaitez aller plus loin, le code est disponible sur le GitHub de notre boîte, Atineos. On n'a pas présenté l'ensemble du code, comment on a développé les selects et tout. On voulait vraiment se focaliser sur ce qui peut être important actuellement avec React. Donc les hooks, l'internationalisation, qui est quand même quelque chose qui devient de plus en plus important, et les style components, qui nous tiennent un peu à cœur. On vous a mis l'ensemble des documentations officielles. Il y a d'autres hooks qui existent, qui sont déjà fournis par React, notamment le use memo qu'on n'a pas présenté, car il n'est pas présent dans notre code, mais qui est un hook qui est aussi important. On a mis toute la doc sur React i18n. On vous a rappelé un peu le routeur aussi, car on a fait du routing forcément pour changer de page. On vous a mis quelques articles qui peuvent être intéressants, qu'on a utilisés pour effectuer notre présentation. Vous vous demandez peut-être, en regardant la présentation, si vous devez refaire l'ensemble de vos applications en hook. Côté React, ce n'est pas la question. Actuellement, si vous avez des classes components qui marchent et qui fonctionnent comme vous le désirez, il n'y a pas besoin de refaire toute votre application. Les deux peuvent cohabiter ensemble, les hooks et les functional components et les classes components. Et la question, ce n'est pas de refaire. La question, c'est vraiment maintenant de se dire que les hooks, ce sera le futur de React et qu'il faut peut-être commencer à s'y mettre maintenant, faire cohabiter les deux et au fur et à mesure, revamp toutes vos pages pour passer au hook. Mais la question, c'est pas, vous ne devez pas rentrer demain au boulot et vous dire il faut que je refasse tout en hook. On a essayé de vous le présenter pour vous dire que c'était bien, mais les classes components restent quand même quelque chose qui n'est pas deprecated et qu'on peut continuer à l'utiliser pour l'instant. Ici en bas, on aime bien se jeter des fleurs. Vous pouvez retrouver Coder en scène 2018 et notre présentation sur les style components. On en a fini. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Valentin. Je crois que tu as tout dit là-dessus. Ok, nickel. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et là, on a 10 minutes de questions. Vous pouvez vous faire plaisir. Yes, on a pas mal de questions de temps pour les questions. Du coup, je vais prendre. Je peux te permettre juste comme ça pour les questions, pour la caméra, comme ça. Okay. Nickel, merci. Mais je vais te ramener le micro, promis. Du coup, première question. Bonjour. Et merci pour votre presse. Vous avez rien montré sur les tests. Est-ce que est-ce que vous pourriez nous partager votre stratégie de test? Alors sur ce genre d'app-là, ça aurait été quoi l'approche de cloisonnement des tests ou de profondeur des tests? C'est plutôt
Vu que tu en as fait pas récemment, tu vas pouvoir. Justement, les tests, nous, chez notre client, on est en train de s'y mettre, parce qu'avant, on n'avait pas de tests, parce que ça servait à rien, les tests. Ça bien. Du coup, on a cherché l'approche vis-à-vis des hooks. La première chose qu'on souhaite utiliser, c'est dans les custom hooks, faire des tests unitaires, tester unitairement que la fonction marche. On souhaite aussi faire des tests unitaires sur nos composants, car on utilise des composants qu'on a développés avec Style Component. Les tests d'intégration, on est en train de voir comment on pourrait l'effectuer. Donc ça, c'est sur mon client. Et ce dont on est en train de creuser un peu, c'est d'utiliser Cypress pour faire les tests end-to-end avec le front. Je pense que là, du coup, on aurait pu tester. D'ailleurs, je crois qu'on a des tests dans l'application. On a 2-3 tests que tu peux peut-être montrer. Le problème, c'est que plus sur l'algorithme et pas forcément sur la partie. On vous a pas présenté l'algorithme, mais du coup, on a fait des tests unitaires sur l'algorithme. Par exemple, l'algorithme de révélation pour tester que, parce que bon, on a fait pas mal de changements, ça a pas marché pendant très longtemps. Mais du coup, voilà, nous, on a l'approche des tests unitaires, donc on utilise Jest. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on a utilisé. Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie qu'on aurait mis d'abord en avant, c'est les tests end-to-end, qui nous permettent de faire les tests sur l'ensemble de l'application. Et dans le troisième temps, du coup, ce serait les tests d'intégration. Donc là, on est plutôt en train de creuser. On utiliserait React Testing Library, qui nous permettrait du coup de faire les tests d'intégration. Et comme on l'a dit, les hooks, c'est des simples fonctions. Donc le résultat, c'est assez simple de pouvoir les tester simplement. D'autres questions? Une autre question? Pas du tout. Oh là là. Ah si. Bonjour, merci pour votre presse. Alors moi je fais pas du tout de React, donc j'ai des notions parce que je me suis déjà documenté dessus. Oui, ça a été parce que j'ai déjà vu des trucs, mais du coup j'ai vu que vous faisiez un fetch dans un use effect. Du coup, ça, tu disais que ça s'exécutait dès le début au montage du composant, donc c'est l'équivalent du component didMount, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et c'est aussi le didUpdate qui se charge aussi du useEffect, c'est la même chose? Le useEffect, il va prendre... En fait, on ne peut pas vraiment faire de comparaison. Faut pas voir ça comme la même chose. Tu vois, le useEffect, ça va plutôt être un effet de bord au final sur un composant ou sur une props qui a changé, alors que le component didMount, c'est vraiment dans le cycle de vie du composant. C'est quand il va recevoir de nouvelles props, etc. Là-dessus, c'est vraiment... comment tu pourrais dire? C'est une nouvelle approche. Là, c'est une nouvelle approche, mais en effet, on pourrait quand même le comparer aux 3 lifecycles qui sont didMount, didUpdate et le willOnMount aussi, qui pourrait être utilisé. Mais c'est vraiment une approche là d'effectuer vraiment une exécution sur des effets de bord. Donc oui, en effet, ça pourrait être comparé comme ça, mais c'est aussi une autre approche. Mais du coup, l'intérêt des composants sous forme de classe reste utile si on a besoin justement d'exécuter ces méthodes de cycle de vie. Ok. En rapide, non. Mais... En vrai, non, il ne faut plus utiliser les classes dans le futur, mais oui, tu peux toujours utiliser les classes, mais tu peux faire la même chose avec les hooks, et en plus simple. Et en plus lisible aussi. C'est vraiment le plus des hooks, je trouve, enfin personnellement, c'est que ça va englober plusieurs fonctions du cycle de vie, même si on ne peut pas les comparer, c'est quand même un peu le cas. Et du coup, ça va rendre vraiment ton code plus lisible, et tu vas même pouvoir extraire de la logique, et plus, typiquement, avec le contexte, tu peux passer des valeurs à plusieurs enfants, sans être obligé de passer par les props, etc. Et je sais plus c'était quoi le début de la question, j'ai déjà oublié parce que je suis partie dans des... Ce qu'on avait aussi par rapport aux classes, c'est que parfois tu voulais observer ou détecter plusieurs changements sur plusieurs props. Du coup, tu avais tes components didMount ou didUpdate ou willOnMount qui donnaient super gros, et au final ça devenait de moins en moins lisible à ce niveau-là. Là-dessus, comme tu peux extraire la logique dans un hook qui peut s'occuper particulièrement d'une props en particulier ou d'une valeur en particulier, c'est plus simple. Il y avait une autre question, non? Ouais, vas-y, vas-y, on a le temps. Alors moi je vais parler, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais j'ai lu que de plus en plus maintenant on tend à utiliser plus alors j'ai vu que vous utilisez l'API Context API plutôt qu'un state management.
Est-ce que dans le futur, ça attend justement à ce que React vraiment on l'utilise avec son propre contexte API pour récupérer les données, tout ça, ou d'utiliser une librairie tierce pour gérer un store ou quoi que ce soit? Ah oui, question piège. Est-ce qu'on peut arrêter Redux? Grande question. C'est sûr que maintenant, avec les contextes, la façon de gérer, on peut directement mettre un contexte global autour de toute ton application qui va, par exemple, récupérer toutes les infos utilisateurs, les stocker dedans, etc. Après, en soi, c'est effectivement la question que tu peux te poser au niveau de la façon dont tu veux utiliser ton contexte, tout et tout. Moi, je pense qu'il faut se poser à chaque fois la question, est-ce que le contexte il est utile ou est-ce qu'on est mieux d'utiliser un reducer? Honnêtement, je ne sais pas si React tend à virer Redux, etc. Mais il faut vraiment se poser la question. C'est comme, est-ce que ça sert d'utiliser un contexte autour de nos enfants pour juste changer une props de mon enfant direct? Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va profiter à plusieurs composants? Plutôt que de se dire, est-ce que React il va tendre vers la suppression de Redux, etc. Je pense que c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin et en fonction de ce que vous pouvez fournir à l'application. Une autre petite question. Il y en a qui utilisaient déjà les hooks? Oui, qui utilisait les hooks? Ça va, on n'a pas dit trop de bêtises. Est-ce que vous avez appris des choses déjà de différents? Ah, on se dit. Ça y est. Moi, j'ai le droit à une question ou pas? Vu qu'on a encore un peu de temps. Vas-y, vas-y. Est-ce que par contre, du coup, les hooks, pour des gens qui connaissent moins les dernières syntaxes ES6, c'est pas un peu obscur? Non, je déconne. Voilà. C'est toujours pareil, il faut s'y mettre. Sûr, Alors après, honnêtement, ça fait combien de temps qu'on utilise les hooks au boulot là? Ça doit faire Ça fait... peut-être 6 mois. Ouais. On doit pas en loin être à 6 mois maintenant. Mm. Au début, ça peut paraître difficile car c'est une nouvelle façon de penser. Mais au final, on prend vite le pli. Et je trouve que c'est assez simple. Et par rapport à l'ES6, Là, faut plus. c'est pareil, ça fait pas mal de changements, mais de toute façon, à chaque nouveauté, il y a des choses auxquelles il faut s'habituer. Moi, je trouve pas ça compliqué. Faut juste s'y mettre au bon moment et puis avoir l'envie vraiment de s'y mettre, quoi. Mais en vrai, ça se fait quand même assez facilement. Et merci beaucoup.